Votre fidélité nous honore, messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre magazine CML chez vous. Vous êtes en direct CML 13 Télévision, vous faites bien. C'est parti pour le dernier numéro de votre production. Alors, c'est avec un réel plaisir qu'en ce jour, nous recevons pour vous Monsieur Alain Bolodjoa, président du parti Le BAT et co-initiateur de la plateforme Sursaut National. Vous savez, un cadre qui a été mis en place par l'opposition ainsi que la société civile pour dire non à une prétendue révision ou encore changement de la Constitution. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'activité justement d'hier ainsi que le contour de la révision constitutionnelle. Vous savez, à Kinshasa, la tension monte autour de cette révision de la Constitution tant souhaitée par le président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, les forces de l'ordre ont interpellé et dispersé brutalement de cadres de l'opposition, dont des lycées Sangha. Alors qu'il participait, alors qu'il participait à une manifestation pour contrer justement ce projet. Cette mobilisation s'inscrit dans une série d'actions planifiées par cette nouvelle plateforme justement, le sursaut patriotique, qui est déterminée, je le dis, à contrer toute tentative de modification de la Constitution. Alors, ayant saisi l'autorité de la ville de Kinshasa justement pour tenir leur activité hier, ces derniers se sont vus dispersés, brutalement interpellés et arrêtés. Est-ce que on va se dire, serait-ce l'installation à nouveau d'une dictature en République démocratique du Congo? La question se pose. Alors nous allons aussi aborder cette situation de la DGRK. Vous savez, les agents haussent le ton pour dire non à la révocation de près de 2000 agents par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, au motif que la situation actuelle de cette régie serait préoccupante. Alors, vous suivrez en image tout à l'heure les réactions de différents agents de cette régie, alors que les présidents, on va dire, alors que l'idéal en RDC aujourd'hui, c'est de lutter contre le chômage. Voilà, 2000 agents qui se verront perdre leur emploi alors qu'ils sont pères et mères de famille. Comment cette situation s'explique-t-elle? Alors, je le dis ici avec M. Alain Bolodjoa, il est avec nous sur ce plateau de CML chez vous. M. Alain Bolodjoa, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à vous, madame. Bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Très bien. Alors, sursaut patriotique, d'autres se poseront encore la question de savoir c'est quoi l'objectif, qu'est-ce que c'est et pourquoi ça a vu le jour. Bon, je pense, comme le mot l'indique, c'est déjà un appel. Un appel aux Congolais conscients, d'autant plus que nous sommes en face d'une dérive dictatoriale qui ne dit son nom. Je voudrais tout simplement ouvrir une parenthèse ou rappeler que M. Félix Tshisekedi était d'abord moboutiste et par la suite, il a flirté avec Kabila. Aujourd'hui, je peux le dire sans craindre d'être contredit, que le fascisme et le mixage du moboutisme et du kabylisme, il veut nous régenter, il veut nous imposer sa philosophie. Il est dans une conception traditionnelle du pouvoir. Il pense qu'en tant que prince tribal, il doit nous imposer sa philosophie. À quel niveau il voudrait vous imposer cette philosophie-là? Non, mais il voudrait que nous réfléchissions comme lui, quand même que lui-même n'arrive pas à bien réfléchir. Quand vous parlez de l'idée de réviser la Constitution, Félix Tshisekedi n'a pas dit qu'il voulait réviser la Constitution, il voulait la changer. C'est pas ce que le président a dit dans son discours. L'idée du changement vient plutôt de son parti. Non. C'est M. Félix Tshisekedi qui était le premier à avoir dit qu'il fallait changer la Constitution. Il a dit en Allemagne, lorsqu'il a accordé une interview à 2 journalistes femmes, il a réitéré l'exploit en France. Il a dit à Kisangani, il a même dit que c'était une constitution des étrangers et de ces faits, il fallait donner une nouvelle constitution de Congolais qui prendrait en compte les réalités de sa tribu. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Les réalités de Congolais. Non, mais le Congolais n'est pas une invention. Non, attendez. Les Louba, c'est son... Moi, je ne parle pas des Louba. Je parle de sa tribu. Bon, le Congolais, je n'ai pas cité une tribu, maman. Mais au Congo, il y a plusieurs tribus, monsieur Alain. Non, mais effectivement. Ta tribu, la constitution veut prendre le nom. Non, mais attendez. Qui vous dit que Félix Tshisekedi est Louba? Moi, je ne l'ai pas dit. Mais sa tribu, vous connaissez la tribu du président du chef Non, je ne sais pas si vous connaissez sa tribu. Aller dans cette optique-là. Non, mais laissez-moi répondre. Oui, allez-y. Non, mais effectivement, ce sont des choses que nous devons tous justifier. Il veut assez que nous ayons
une constitution adaptée à nos réalités. Sur le plan anthropologique, sur le plan sociologique, je n'ai pas les mêmes réalités que Félix Tshisekedi. Réalité de tout Congolais. Non, mais le Congo, là, c'est une invention de la communauté internationale. Ce n'est pas les Congolais qui ont créé l'État. L'État a été créé par la seule volonté du roi des Belges et son entreprise. C'est lui qui a porté le dossier au niveau international pour avoir la reconnaissance internationale. Le Congo, ce n'est pas notre invention, nous. Voyez-vous? Alors, s'il parle de nos réalités, c'est-à-dire qu'il ne peut pas considérer les réalités des étrangers. Or, le Congo est une invention de la communauté internationale. Il parle de quelle réalité? Parce que la seule chose qui peut nous identifier facilement, ce sont nos tribus. Sur le plan national, nous sommes une invention de la communauté internationale. La volonté de vivre ensemble, la configuration de l'État, les 2 345 409 km², ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Voilà l'absence, le manque de subtilité dans ce qu'il dit. Il veut que nous retournions, comme l'avait dit Mobutu, retour à l'authenticité. On change de nom du pays, mais on garde l'appellation du président, du gouvernement. Ce ne sont pas nos réalités. Chez moi, dans ma tribu, dans notre clan, il n'y a pas de président. Il n'y a pas de président. Chez nous, il n'y a pas de gouvernement en tant que tel. Soit vous voulez nous faire comprendre que l'idée derrière le message du chef de l'État, c'est simplement prendre en compte sa tribu à... Non, le problème, c'est que celui que vous appelez chef de l'État ne comprend pas les réalités, et quand il débite des choses, apparemment, il ne prend pas le soin d'analyser en profondeur les conséquences de ce qu'il dit. Et par moments, on risque d'être tenté de croire qu'il n'est pas assez sérieux quand il parle. Et ça, c'est très dangereux pour quelqu'un que vous présentez comme chef de l'État. L'intention, selon vous, ça serait laquelle? Non, l'intention, M. Félix, c'est qu'il veut chambarder l'ordre politique établi et pour nous amener dans le but de se maintenir au pouvoir. Cet ordre politique, il en serait également victime. Non, dans le but de se maintenir au pouvoir. En faisant semblant d'être... de chercher à trouver des solutions aux problèmes. Et fort malheureusement, c'est lui qui crée ces problèmes-là qui vont nous amener à la déstabilisation. Mais quand il dit que le but ici, ce n'est pas d'élargir son mandat, ça voudrait dire qu'il ne vise pas d'abord l'effet de s'éterniser. Non, mais attendez, madame. Pensez-vous vraiment que c'est intelligent de dire ça? Lui-même dit qu'il va instituer une commission pour statuer sur l'éventualité soit de la révision du changement de la Constitution. C'est la commission qui doit statuer là-dessus. Oui. Mais les animateurs de son parti parlent d'élargissement du mandat en termes de durée, mais aussi en termes de compétences. Alors, supposons que c'est son parti qui a la majorité dans cette commission. Le mécanisme de prise de décision reste le vote ou le consensus. Donc en soi, l'idée c'est... Ce qu'ils ne veulent pas dire tout haut, c'est simplement... Non, ils l'ont dit. Élargir... Non, ils l'ont déjà dit. Les présidents lui-même, ce qui... Non, mais lui-même là, ça veut dire quoi? Ne donnez pas l'impression que nous sommes... Non, parce qu'à son niveau, il a dit qu'il y aura une équipe d'experts qui vont tabler sur soit une révision, vous l'avez dit, ou soit un changement. Mais que c'est son parti qui dit directement, qui parlerait directement, enfin qui parle parce qu'ils le disent, d'élargir un mandat. Mais pour le président, c'est quand il faudra statuer sur une révision ou un changement qu'on va encore voir les dispositifs à élaguer ou à modifier. Non, le problème c'est que si nous étions dans un pays sérieux, on devait d'abord se poser la question: d'où tire-t-il ces pouvoirs-là de mettre en place une commission pour statuer soit sur la révision, soit sur les changements? Il n'en a pas compétence. La Constitution lui confère le droit d'initier des révisions de certaines dispositions de la Constitution. Mais la Constitution ne lui a pas reconnu la compétence d'initier les changements de la Constitution. Alors comment quelqu'un qui n'a pas la compétence d'initier les changements de la Constitution peut-il mettre sur pied une commission pour statuer sur des domaines qui échappent à sa compétence? Vous comprenez? C'est ça le côté dangereux de M. Félix Tshisekedi. Non seulement qu'il n'a pas la maîtrise de la Constitution, mais il n'a pas assez de notions sur l'administration. Comment pouvez-vous transférer un pouvoir que vous n'avez pas? Parce que lorsque vous mettez en place une commission pour statuer sur une question, c'est-à-dire que vous lui conférez, vous lui transférez une
partie de votre compétence. Vous transférez partiellement votre compétence. Et après avoir fini le travail, on vous soumet le document pour, cette fois-là, suivre la procédure pour arriver, n'est-ce pas, à imposer ça en termes de loi. Il est fait en tant que président de la République. Non mais madame, la fonction président de la République est une invention de l'étranger. Et puis deuxièmement, la consacration de la fonction du président de la République s'est fait sur pied des dispositions de la Constitution. Donc, il ne peut être président que sur fond des dispositions de la Constitution. Si la Constitution n'existait plus, naturellement, il ne peut pas être président. Mais puisque la Constitution existe, il est encore, et donc il peut initier... Comme la Constitution existe, vous prétendez qu'il est encore là, naturellement, il ne peut agir qu'à la limite de ses compétences. Mais il est président que s'il y a Constitution, madame. Et apparemment, les gens semblent oublier que M. Félix Sekedi a prêté serment, d'abord le 24 janvier 2019, le 20 janvier 2023. Lors de son assermentation, il a pris l'engagement de respecter et de faire respecter et de défendre la Constitution. Qu'est-ce qui est dit dans cette disposition? Pour qu'il entre en fonction, il devait impérativement prendre l'engagement de respecter et de défendre la Constitution. C'est-à-dire que pour entrer en fonction, c'était là la conditionnalité. Mais si M. Félix Sekedi se permettait de briser ces pactes-là, naturellement, il ne peut plus assumer la fonction. Alors, parce qu'il a été président de la République d'abord lors de son premier mandat, on pourrait dire qu'il a eu le temps d'expérimenter cette constitution et en dégager justement des insuffisances. Voilà pourquoi là, il est venu aborder cette question de soit une révision ou un changement. Non, mais madame, là c'était avant de prêter serment pour la deuxième fois ou c'était avant? Parce que quand vous parlez de son expérience, Félix Sekedi a quelle expérience? En dehors de voyager, en dehors de faire des tapages. Il a quelle expérience sur la Constitution? Je peux vous défier. Il ne connaît aucune disposition de la Constitution. Aucune. Qu'est-ce qui vous le fait? Non, mais par rapport à son comportement, par rapport à ses dires, que ce soit lui, que ce soit sa première ministre, que ce soit l'essentiel des membres de son parti, ne maîtrise rien de la Constitution. En dehors, par exemple, du nom du pays et du nom de la monnaie. Mais quand ils évoquent les dispositions... Comme quelle disposition? 89, voilà. Oui, article 89. C'est pas moi qui parle de 89. Non, mais madame elle a tenté d'intimider la journaliste qui était là. Vous pensez que c'est un lapsus? Pas forcément. Ah, mais voilà, elle n'a aucune maîtrise de la Constitution. Félix Sekedi non plus. Ce qui est vrai. Pour entrer en fonction dans notre pays, au regard des dispositions pertinentes de notre Constitution, je fais la mention de l'article 74, il fallait commencer à prêter serment. Et l'engagement, le tout premier engagement que l'on prend, c'est de respecter et de défendre la Constitution. C'est-à-dire que c'est une conditionnalité première pour prétendre assumer la fonction du président. Alors lorsque vous brisez ces pactes-là, naturellement vous perdez. Nous étions dans un pays sérieux. Si la justice était réellement indépendante, comme le veut la Constitution, M. Félix Sekedi devait être mis devant son juge naturel pour haute trahison. Il a trahi son serment. Il a trahi son serment. C'est pas l'idée de bien vouloir. Enfin, le président, on va dire, n'est pas animé d'une volonté au fait de bien vouloir faire les choses. Non, on ne peut pas avoir la volonté sans connaissance, maman. Félix Sekedi est ignorant de la Constitution. Ça, c'est vous qui le dites. Non, mais je peux vous le démontrer. Je vous l'ai démontré déjà, maman. Parce que, au regard de ce qu'il pose comme acte, c'est ce que vous avez dit. Non, mais c'est ce qu'il dit aussi. Comment peut-il initier une commission pour statuer sur le changement de la Constitution? Mais c'est pourquoi, là, j'ai dit qu'il se serait servi de sa casquette de président de la République. Pour non, mais voilà pourquoi j'ai dit qu'il ne connaît même pas la limite de ses compétences. Le président de la République n'a pas le pouvoir d'initier le changement de la Constitution. Il a par contre l'aptitude d'initier la révision. C'est ce qui est dit. C'est-à-dire que, au regard des dispositions pertinentes de l'article 218, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment. C'est-à-dire qu'on peut avoir le président de la République, le gouvernement après délibération en Conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des chambres. Mais attendez,
chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décident à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition des révisions. C'est-à-dire que même si vous soumettez à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on doit veiller sur la pertinence et l'opportunité. Et même quand, vu que parce que là, il parle de 100 000 signatures. Oui, c'est une pétition. Voilà, en termes de pétition, pour la révision. Cette démarche-là, elle est empreinte, et donc là, on fait parler le peuple d'une façon. Non, on ne fait pas parler le peuple. On utilise le peuple pour initier. Cela ne veut pas dire qu'on va accepter aveuglément cette proposition. Vous pouvez faire une proposition d'un amendement ou d'une révision d'une disposition constitutionnelle et que cela soit rejeté. Tant qu'il n'y a pas opportunité. Tant qu'il n'y a pas opportunité, tant qu'il n'y a pas pertinence. Parce qu'on ne doit pas donner l'impression que la pétition seule suffit pour qu'on révise la Constitution. C'est l'impression que ça donne. Et puis deuxièmement, dans la démarche technique, pour arriver à réviser certaines dispositions de la Constitution, le Parlement est effectivement revêtu de cette compétence, n'est-ce pas, d'initier ou de traiter sur les initiatives. Voyez-vous, les initiatives de la révision constitutionnelle. Et cela s'est fait sur base d'une loi. C'est-à-dire qu'on va proposer une loi portant révision de certaines dispositions de la Constitution. Parce que justement, le Parlement en a compétence. Mais en ce qui concerne les changements de la Constitution, même le Parlement n'a pas compétence de statuer là-dessus. Parce qu'on ne va pas changer la Constitution sur base d'une loi. Or, ici, nous avons les législateurs dont les compétences sont élargies à réviser certaines dispositions. Mais pour le faire, ils doivent impérativement user de leur pouvoir, c'est-à-dire proposer une loi révisant certaines dispositions de la Constitution. Or, dans le cas du changement, on ne parle pas de loi, on change carrément la Constitution. Et puis, deuxièmement, qui va convoquer le référendum? La CENI. La CENI n'a pas compétence de convoquer le référendum pour le changement de la Constitution. Parce que le principe est que la compétence étant d'attribution, pour faire quoi que ce soit dans l'État, vous devez être revêtu du pouvoir. Ce n'est pas le cas. Et donc, selon vos analyses, comment devrions-nous comprendre le fait de comment ou quand est-ce qu'il faudrait parler d'un changement de la Constitution et quelle procédure à suivre? Non, mais les changements de la Constitution... Même la Constitution ne prévoit pas son changement. Non, mais effectivement, la Constitution ne peut pas prévoir sa propre mort. La Constitution ne peut pas prévoir sa propre mort. Tout celui qui veut tuer la Constitution, si on doit le dire ainsi, il doit d'abord mettre en cause l'ordre politique établi. C'est-à-dire, Félix Tshisekedi veut instituer un nouvel ordre politique. C'est ce qu'on appelle coup d'État. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi s'est rébellé contre l'ordre politique établi. En réalité, si nous étions dans un pays sérieux, la Cour constitutionnelle devait se saisir d'office du dossier et enclencher le mécanisme de son arrestation pour haute trahison. Et donc, s'il y a probabilité de changer la Constitution, soit la révolution populaire, soit la révolution militaire. Okay, donc, dans les deux cas, c'est lui qui doit être ciblé. Okay, il faut qu'il y ait des événements, on va dire, un peu flagrants, majeurs, soit de la population, soit d'une frange de la population qui conteste l'ordre politique. Et ça ne devrait pas être initié par les institutions qui bénéficient des avantages de la Constitution. Parce que vous avez pris le risque de l'appeler chef de l'État. Sur base de quoi? Sur base de cette Constitution. Si la Constitution n'existait plus, c'est qu'il ne peut plus assumer la fonction dont vous faites allusion. Très bien. Alors, monsieur Olojoa, pourquoi refusez-vous aujourd'hui de procéder au moins à une révision d'une Constitution qui a déjà été révisée? Non, mais qui a pris l'initiative de réviser une disposition de la Constitution? Avez-vous vu une pétition ou une proposition venant du Parlement ou un projet de loi venant du gouvernement que nous avons contesté? Et pourquoi chercher à réviser la Constitution aujourd'hui alors que nous n'avons même pas la maîtrise de la totalité du territoire? Pourquoi en faire une priorité? Peut-être que les gens ne savent pas ce qui est dit en sourdine. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, il y a une bonne partie du pays qui est occupée. Et je pense qu'il y a pratiquement 4 territoires sur 145. Donc dans les 145, il faut faire moins les 4 territoires qui sont touchés par le semblant qu'on veut nous imposer. Alors, si vous initiez des révisions qui ne sont pas acceptées par d'autres,
C'est-à-dire une manière de dire au reste des Congolais qui sont dans ces territoires de s'autodéterminer. Parce que si vous voulez changer la constitution sans les 4 territoires, ils peuvent s'en dire, voilà, comme vous l'avez changé la constitution, vous avez brisé les pactes, nous ne nous reconnaissons pas dans ce que vous avez fait et nous demandons à ce que la communauté internationale prenne en compte notre démarche. Ça a une balkanisation. Naturellement, et d'ailleurs c'est ça la vision de Félix Tshisekedi. Et heureusement pour nous, Papa Ngwanda nous l'avait déjà dit dans sa prophétie. Il dit que lui, il considérait qu'est-ce qu'il en sait, réussi son mandat s'il arrivait à finir cette guerre. Ce qui revient à dire que récupérer ces territoires aussi pourrait être... Madame, qu'est-ce qu'il fait pour récupérer ces territoires? Ne savez-vous pas, mais laissez-moi parler, maman. Allez-y. Ne savez-vous pas que M. Félix Tshisekedi a signé des accords avec des ennemis de la République dans ce sens-là? Quand est-ce qu'il a pris l'initiative de décréter l'état de siège? C'est pendant que le Rwanda s'est préparé à nous attaquer. Et M. Félix Tshisekedi les savait. Peut-être que les gens semblent oublier, quand il était à Expo Dubaï, 2 jours après, il était en Jordanie. Il s'est vu avec Kagame. Et 2 jours après, on nous a attaqué par le M23. Ils ont récupéré Bunagana. Ils ont utilisé l'Ouganda comme base arrière. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est copain comme cochon avec Museveni, qui est un allié de taille de M. Kagame. Et il dit que cette fois-ci, il pense que sa voix sera entendue après ça. Non, mais qu'est-ce qu'on a à foutre de sa voix, madame? Nous avons besoin de notre territoire. Vous avez trouvé 145 territoires, vous devez en laisser 145 territoires. M. Félix Tshisekedi est dans un complot contre la République. Peut-être que vous ne le savez pas. M. Félix Tshisekedi a signé des accords qui mettent pratiquement à genoux notre armée. Aujourd'hui, notre armée n'a pas le droit, n'est-ce pas, d'attaquer le M23. Parce qu'il y a un accord de cesser les feux. Le seul atout que nous avons aujourd'hui, ce sont le Ouazalendo, qui du reste ont des difficultés de s'organiser. Ce qui sous-entend que nous sommes en face d'un traître. Bon, je ne dirais pas traître, au traître, d'après l'esprit de la Constitution. Et naturellement, moi personnellement, je demande à la population de ne pas faire confiance à M. Félix Tshisekedi parce qu'il souffle le chaud et le froid. Apparemment, il veut nous pousser à changer de constitution pour que le reste du Congo s'autodétermine en créant un autre État. En ce moment-là, il nous sera difficile de convaincre le reste de la communauté. Que gagnerait-il, lui, si on changeait la constitution et que la partie Est se retrouve? Non, mais de la même manière, il permet à l'Ouganda, au Rwanda, au Burundi de gagner chez nous sans que nous gagnions quoi que ce soit. Parce qu'en signant des accords avec Kagame, qu'est-ce que nous avons gagné? Lorsqu'il avait accueilli avec triomphe, d'ailleurs à 2 fois, Kagame, ici au stade de Martyrs et même à Goma, nous avons gagné quoi? On nous a parlé de partenariats dont jusqu'à présent on ne voit pas les fruits. Non, mais il y a des fruits, mais en faveur du Rwanda. Ce n'est pas le Congo qui a eu à gagner. Parce que le Congo est représenté par un haut traître. Et ce haut traître vise ses intérêts. Supposons qu'on demandait à M. Félix Tshisekedi de faire ça pour rester au pouvoir. Il est capable de le faire. Parce que j'avais démontré l'autre fois, partant d'une démarche imagée. Non. Félix Tshisekedi, c'est comme ses maris qui demandent au médecin qui lui avait dit de choisir entre la femme ou le bébé. M. Félix Tshisekedi a préféré le bébé au détriment de la femme. Il préfère qu'on sauve son bébé parce que c'est son premier fils et sacrifier sa femme. Et nous, la famille de l'épouse, nous disons non, nous devons plutôt protéger notre soeur qui est sa femme au lieu de sauver l'enfant. C'est ça le débat. C'est-à-dire Félix Tshisekedi est prêt à sacrifier tout le Congo, l'essentiel pour lui d'être président. Et même lorsqu'il est président, il s'en fout de problèmes de base de la population. Ce qui est intéressant pour lui, c'est le nombre de vues sur TikTok, sur Facebook, et voilà. Et il ne voit que ses intérêts. Initié, comme quel projet? Gratuité de l'enseignement, maternité, accouchement gratuit. Madame, est-ce que vous savez que Félix Tshisekedi a des enfants qui ont l'âge de scolarité? Citez-moi un seul de ces enfants qui étudie dans une école de gratuité. Un seul. Que je connais par ailleurs. Un seul. Comme qui? Comment voulez-vous servir aux enfants des autres ce que vous ne voulez pas que vos enfants consomment? Citez-moi un seul enfant qui étudie dans une école publique de l'État qui est dans la gratuité. Un seul de ces enfants. Si c'était bien, il allait laisser ses enfants ici. Pourquoi ils sont à l'étranger? Citez-moi un seul membre de la famille Tshisekedi, proche,
qui fait étudier ses enfants dans ces écoles-là? Citez-moi un seul. Comme qui? Et la gratuité de la maternité. Non, la gratuité de la maternité, c'est où? C'est où? Vous avez un membre de votre famille qui a mis au monde gratuitement? Bon, je pose la question à ceux qui nous suivent. C'est où? Quel est le budget? Quel est le coût des kits pour mettre au monde? Parce que les sages-femmes ont besoin de kits. Quels sont les hôpitaux réquisitionnés? Et quel est le champ d'action en dehors de Kinshasa? Parce qu'on vous dit, quand il est à Kisangani, j'ai commencé à Kinshasa. J'ai commencé à Kinshasa. Je suis là. Qui peut me citer des hôpitaux qui ont été réquisitionnés, où on met au monde facilement, gratuitement, où on assiste gratuitement les femmes pour mettre au monde? C'est où? Il ment. Comme d'habitude. On a les projets de développement, la base de 147 et... Non, mais il n'y a que des détournements. Il n'y a que des détournements. Allez interroger le PNUD, le BCECO, la CFF. Allez leur poser la question. Comment sont-ils arrivés à avoir les entreprises qui auraient gagné les marchés? Quel est leur plan? Quel est le mécanisme qu'ils ont mis en place pour faire le suivi et l'évaluation? Nous avons des données. Moi, j'ai eu à travailler avec CFF. J'ai beaucoup d'éléments. J'ai travaillé avec eux dans le cadre de nos enquêtes. Ils savent ce qu'ils nous ont dit et ce que nous leur avons dit. Nous avons des informations du PNUD et même de BCECO. Posez la question aux administrateurs du territoire. Posez la question aux ministres provinciaux sectoriels. Question à Madame Souminoa qui a eu à piloter le pilotage opérationnel du programme. De ces fameux programmes torchants qui n'a permis qu'au détournement de fonds. Aucun projet n'a porté de fruits et on ne décrit que des détournements dans différents... Madame, il y a eu certes certaines réalisations, mais qui ne répondent à aucun besoin et surtout qui ne sont pas adaptées, n'est-ce pas, aux dépenses déclarées. Chez moi, on avait prévu 10 millions de dollars. On nous dit qu'on aurait construit 4 écoles, un centre de santé et un bâtiment administratif. Les centres de santé, ça a été construit où? Dans quel secteur? Et c'est là qu'on voit les vraies réalités aussi de la population. Mais bon, le projet peine. Donc, on va dire que le problème n'est pas forcément au niveau d'une révision ou changement de la Constitution. Est-ce qu'on pourra dire que le président s'est fait aussi mal entouré? Pourquoi je le dis? Parce que d'entendre le secrétaire général du parti UDPS, député national, qui traite la Constitution, on va dire pacte national, loi mère, d'une malédiction, ça suscite beaucoup de réactions, monsieur Alain Bodojo. Madame, je pense que vous avez le même statut que moi, vous êtes congolaise. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ben vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un petit monsieur qui se permet de jeter en pâture toute la lutte des gens qui ont eu effectivement à nous amener à avoir ces pactes sociaux. Qui a laissé place à la démocratie aussi. Non mais attendez, si vous dites que c'est une constitution de la malédiction, mais c'est cette constitution qui a consacré les drapeaux. C'est cette constitution qui a créé, qui a organisé le FARDC. C'est cette constitution qui a organisé l'ANER, l'ex de MIAP. C'est cette constitution qui a organisé le cours des tribunaux, la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, le Conseil supérieur de la magistrature, tout ça. C'est la même constitution qui a créé la fonction président de la République et tout ce qu'il y a comme conséquence. C'est cette constitution qui a consacré le gouvernement, le Parlement. Comment est-ce possible qu'un petit monsieur puisse se permettre de dire à la face du monde que c'est une constitution de malédiction? Non mais attendez, comment pouvez-vous, vous qui prétendez avoir été élu, et jeter en pâture cette constitution qui réconcilie 450 tribus, 450 tribus, et qui a été adoptée par référendum, qui a consacré le processus électoral comme moyen d'accéder en fonction. Et vous prétendez être député et en même temps vous jetez de l'opprobre sur cette constitution. Il n'est même pas inquiété. Il n'est même pas inquiété. En quoi c'est différent avec ce que votre Félix Seked avait dit? C'est la constitution de l'étranger, faite d'ailleurs pour les étrangers. Mais si la constitution est des étrangers, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation d'occupation.
Alors comment prétendez-vous avoir obtenu 73,34% alors que la population n'était pas souveraine? Parce que pour que les élections aient un sens, il faudrait que la population soit souveraine. Si nous sommes dans c'est une constitution des étrangers, c'est-à-dire que ça nous a été imposé par l'étranger. Alors comment pouvez-vous, vous, prétendre être mon président? Au nom de quel principe? Une constitution de malédiction m'oblige à moi d'appeler M. Félix Tshisekedi président? Ça veut dire que tout ce qui passe à travers cette constitution a la malédiction. Non, mais effectivement, maman, Kabouya, c'est un homme maudit. Félix Tshisekedi, maudit. Maman Sama Lukonde, maudit. Kamere, maudit. Judith Suminwa, maudit. On parlait de Maman Sama Lukonde. Non, maudit. On prend le président de la Cour constitutionnelle, maudit. Le chef d'état-major général. C'est-à-dire tous ces gens-là sont maudits par la seule volonté de M. Kabouya. Mais si vous voulez changer la constitution, ayez au moins l'élégance de respecter vos limites. Vous n'allez pas dire à la population des imbécilités juste parce que vous voulez changer la constitution. Vous comprenez que leurs intentions sont ailleurs. Ils disent que c'est la constitution des étrangers. Ils disent que c'est la constitution de la malédiction. Ils disent que cette constitution a des dispositions qui donneraient des avantages à des étrangers. Mais nous vous avons démontré qu'aucune disposition de notre constitution ne donne la possibilité aux étrangers de bénéficier de nous sans notre consentement. Alors, dans leur dérive, qu'est-ce qu'ils disent? D'abord, ils font mention de l'article 217 qui prennent à travers. Je vais vous le démontrer, maman. Ne vous en faites pas. Je vais vous le démontrer. L'article 217. Qu'est-ce qui est dit l'article 217? La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Je vais lire un autre article. Peut-être qu'ils vont... Bon, je sais qu'ils ne vont rien comprendre parce qu'ils n'ont pas cette capacité de comprendre. Et je comprends pourquoi. L'article 9. Ils font mention aussi de l'article 9. Il est dit quoi? L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviaux, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l'État visés à l'alinéa précédent sont déterminés par la loi. Madame, dites-moi un peu, lorsqu'on parle dans l'article 217 de céder partiellement sa souveraineté, alors qu'à l'article 9, on parle d'exercer une souveraineté permanente, cela veut dire quoi? C'est l'État qui a le contrôle de tout, de manière permanente. Toutefois, l'État peut céder partiellement une partie de sa souveraineté dans le cas des accords. Cela veut dire que même si on cédait partiellement, on a la capacité de recouvrer la totalité parce que nous exerçons une souveraineté permanente. Et voilà ce petit monsieur qui dit, non voilà, cette constitution qui nous oblige de céder une partie aux Rwandais. Mais soyons sérieux. Nous avons 9 pays voisins, maman. Nous avons 9 pays voisins. Je ne pense pas, après avoir lu ces dispositions, ou les dispositions de l'article 70, vous avez vu 217, vous avez vu quelque part où on a cité nommément le Rwanda. Pourquoi Congo-Brazza n'exige pas de nous que l'on cède une partie de notre terre? Pourquoi le Rwanda ne le dit pas de manière formelle? Voilà, c'est-à-dire que ce sont ces gens qui veulent créer la psychose dans le chef de la population, justement parce qu'ils sont ignorants. Ils sont ignorants, maman. Ils sont ignorants. Alors, et voilà, le débat est lancé, un débat de société est lancé par un monsieur comme ça. C'est décevant. Et déjà qu'il était le premier à se prononcer sur cette question. Non. Non, là on parle du député Augustin Kabouya. Non, mais il était le premier à avoir dit quoi? Que le pays, c'est qu'il resterait en fonction. Avoir initié justement cette prétendue révision de la Constitution. Non, ils ont préparé, maman, attention, ils ont commencé à préparer leur débat sur les changements de la Constitution bien avant. Ils ont utilisé un professeur, je crois, j'ai oublié son nom,
un professeur, un criminologue, ils l'ont utilisé il y a bien longtemps. Chaque fois quand je vous disais que M. Félix Tshisekedi a de velléités de rester au pouvoir, de se maintenir au pouvoir au-delà, ça a été dit bien longtemps. Même quand ils vous disaient qu'ils vont faire la remise et reprise avec bien longtemps, Félix Tshisekedi avait effectivement l'intention de changer la constitution. Alors, qu'est-ce qu'il pense? Il pense qu'il n'y a pas une opposition à même de lui faire ombrage ou de faire face à ces démarches. Je voudrais dire ici, rassurer à M. Félix Tshisekedi. Une opposition répétée, aussi une position affamée. Alors, non, mais effectivement. Comment arriver à, non, mais effectivement. À barrer la route. Non, mais effectivement. Aucune révolution n'a été menée par des gens qui avaient des ventres pleins. Il y a toujours des gens affamés derrière toutes les révolutions. Alors moi je vais rassurer. Cela s'ajoute le fait que vous êtes sous opposition à été non seulement affamé mais fragile. Ouais, mais nous aussi nous avons pitié de ces pouvoirs inutiles. Ça sert à quoi d'avoir un président qui se lamente chaque jour? Si nous sommes une opposition à péter et que le pouvoir est fort, commencez d'abord à nous démontrer ça face à Kagame. Qui a déjà vu Kagame se lamenter comme Félix Tshisekedi? Il ne se lamente pas, il décrit en fait. Il dit non, on occupe combien de centimètres de terre, centimètres carrés de terre du Rwanda? Nous. Pouvoir Makasi. Il y a combien de kilomètres ou combien de centimètres carrés occupés au Rwanda? Mais le Rwanda est en train d'occuper 4 territoires. Ça sert à quoi d'avoir un président comme Félix Tshisekedi? Ça sert à rien. Alors, on dit également que la constitution actuelle ne facilite pas la méritocratie ou l'ascension au pouvoir, qu'elle serait aussi qu'elle serait en train de freiner le développement du pays, en fait, de la République. Ouais, ça c'est très bien dit. Parce qu'en réalité, dans un pays sérieux, un monsieur comme Félix Tshisekedi ne pouvait pas être président. Mais il est le peuple l'a voté. Oui, mais est-ce qu'il est mérité? Est-ce qu'il est mérité? En termes de méritocratie, c'est vous qui avez dit. Moi, je ne fais que répondre. Si le peuple a trouvé que ils ont trouvé quelque chose. Madame, vous avez dit cette constitution ne permettait pas la promotion de la méritocratie. Oui, dans le sens où le président est obligé de passer par des partis pour. Ça devrait être à lui de porter le choix directement à tout Congolais. Madame, parce que s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, en termes de qualité, d'une classe politique ou d'un parti politique pour te retrouver au pouvoir. Effectivement, en termes, il n'y a pas tous les postes ne reviennent pas qu'au parti politique. Ça, c'est une option. Madame, s'il vous plaît, parlons en termes de qualité. Entre Macron et Félix Tshisekedi, d'après vous, qui est un homme de qualité entre les deux? Je pense que Macron a tout que Félix Tshisekedi n'a pas, n'aura jamais. Mais vous savez, pour choisir le Premier ministre, il doit impérativement consulter la majorité. Qui a déjà vu un président qui a la latitude de faire ce qu'il veut dans une république? Même dans une monarchie, il y a des monarchies démocratiques. Alors comment pouvez-vous vouloir donner à un monsieur incapable de se choisir même les membres de son cabinet le pouvoir de décider en dernier ressort dans une république qui appartient à tout le monde? De son cabinet. Le pasteur Anthony Kinzoki est là. Oui, il a choisi pourquoi? Par son expertise, on suppose. Expertise religieuse, apparemment. Pas forcément professionnelle. Professionnel, il a travaillé où avant la NAPI? On va pas amener l'église. Non, mais il est là au nom de l'église. Hein. Il est là au nom de l'église. Il a fait ses preuves où, s'il vous plaît? Il est là au nom de l'église. Probablement qu'il était un homme honnête. En quoi il est mauvais ou en quoi il est... Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, il a eu le pouvoir de choisir, mais il n'a pas choisi l'excellence. Il a choisi de cotérie l'appartenance tribale et ainsi de suite, et même religieuse. Il a trouvé de l'excellence aussi, du professionnalisme. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, quel est le rendement, maman? Quel est le rendement? Le cabinet le plus désorganisé, c'est le cabinet de Félix Tshisekedi. Il suffit seulement d'aller voir les bâtiments, vous allez vous rendre compte que même le palais de la nation n'a plus la beauté qu'il y avait. Il y a plus de propreté qu'il y avait. Les traitements de dossiers de la présidence aujourd'hui, il n'y a pas de qualité. Justement parce que Félix Tshisekedi, c'est un homme complaisant. Et là, on veut qu'on lui confère le pouvoir d'agir. Qu'à cela détienne. N'est-ce pas qu'il est l'autorité dite morale de la majorité parlementaire? S'il ne peut pas le faire... L'autorité morale ou dite?
Non, mais il y a la moralité, il y a la moralité et l'immoralité. C'est à vous de choisir. Tel que nous sommes là, M. Félix Tshisekedi a la capacité, n'est-ce pas, d'orienter les actions sur le choix de la première ministre. C'est ce qui a été fait. C'est lui qui a choisi la première ministre actuelle. Et vous savez que cette dame est excessivement incompétente. Mais elle est là. Mais elle a réussi à stabiliser... stabiliser quoi? Le taux. C'est à combien aujourd'hui, maman? Mais depuis qu'elle est là, elle l'a encore stabilisé. Non, mais c'est à combien? Non, ça c'est un mécanisme. C'est à combien? Aujourd'hui, le taux est à combien? 28 500. 28 800. C'est à 2880. Elle a stabilisé quoi? Pourquoi voulez-vous chanter là où il n'y a pas de musique? On n'est pas en train de chanter le... Non, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Depuis quelques mois et le taux... Non, mais depuis quelques mois, c'est-à-dire quoi? Non, moi, je prends pas ça de... Non, mais voilà pourquoi je vous dis qu'est-ce qu'elle a fait. En fait, ce qui est en notre position comme information... Comme quoi? Comme la baisse des prix des denrées... Comme vraiment nécessité importée. Un bon quel produit, s'il vous plaît? Mais ça a été dit lors... Non, mais madame, vous allez au marché, je suppose, vous allez au marché. Comme quoi? Bon, commençons d'abord par les unités. Vous achetez les mégas. Il y a une baisse de prix là-bas? C'est ce que vous consommez chaque jour. Il y a une baisse de prix? Il y a une baisse de prix de quel denrée? Quel produit? C'est faux. Ils ont imposé un prix pour les carburants. Ça n'a eu aucune incidence sur la structure des prix. Aucune incidence. Au contraire. UPEN, gaz central, 3500, 4000, 4500, même 5000. Ça dépend des heures. Il n'y a aucune incidence. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, nous voyons l'inutilité d'un pouvoir mal acquis. Ils n'ont rien résolu de Congolais. Et ce qui est grave, ils se sont spécialisés à licencier par contre les Congolais. Au lieu de créer des emplois, ils créent le chômage. Vous l'avez dit. Là, c'est avec la DGRK. Vous l'avez dit, maman. C'est-à-dire que... Moi, je constate que Félix Tshisekedi n'a aucune maîtrise de la Constitution. Voilà pourquoi, depuis qu'il est entré, il ne l'a jamais respecté. Et je vous le disais, les gens pensaient que j'étais de mauvaise foi. Parce que pour comprendre le fonctionnement de l'État, il faut d'abord maîtriser la Constitution. Il n'a aucune maîtrise de la Constitution. Aucune. Deuxièmement, ses proches ne connaissent pas la Constitution. Parce que politiquement, le plus proche de Félix Tshisekedi, c'est Kabouya. Et ce petit monsieur a craché sur la Constitution. Troisièmement, sur le plan institutionnel, la personne la plus proche de Félix Tshisekedi, c'est Madame Toulouka. Elle dit, l'article 89 de la Constitution prévoyait les mécanismes de la révision constitutionnelle. Alors qu'on parlait plutôt des émoluments ou des avantages liés à la fonction du président de la République. C'est-à-dire, vous comprenez que ce sont des gens qui ne comprennent rien. Bampoutouvillois, ils viennent à Kinshasa. Le fait seulement qu'elle parle un français châtié, les gens pensent que c'est ça la compétence. Non! Ces gens ici ne méritent pas de parler de la Constitution. Encore moins de toucher, d'initier les changements. Très bien, monsieur Alain Bolodjoa. Je rappelle que vous êtes en direct de CML 13 Télévision. C'est bien sûr votre magazine CML chez vous. Nous échangeons, nous analysons quelques sujets d'actualité avec le président Bolodjoa, président du parti Le BAT, Lèvons-nous et Bâtissons. Aujourd'hui, co-initiateur du sursaut patriotique. C'est avec lui que nous sommes en train d'évoluer aujourd'hui sur ces plateaux de CML chez vous. Alors, ils disent également, avant de finir complètement le chapitre sur la révision de la Constitution, qu'il dit ceci: la Constitution du Zaïre, je vais lire article 28, 2 points, en République du Zaïre, il n'existe qu'une seule institution, le MPR. Article 30, le président du MPR est de droit président de la République et détient la plénitude du pouvoir, ainsi de suite. Alors ils disent, si les législateurs de l'époque avaient institué l'intangibilité de ces articles, est-ce que notre génération pouvait-elle s'y soumettre? Considéré normal à l'époque, pour nous, ces dispositions aujourd'hui aberrantes. Un peu pareil, voilà, un peu pareil avec la situation d'aujourd'hui. D'où, pourquoi cette fois-ci refuser de changer la Constitution pour peut-être toucher à des dispositions. Quelle disposition, par exemple? Quelle disposition? Les mandats du chef de l'État. Non, le mandat du chef de l'État de 5 ans renouvelable une seule fois. En quoi c'est un problème? Parce que là, nous étions dans un contexte à problème. On a privatisé l'État. L'État appartenait à l'Impère. Et vous savez qui sont les co-rédacteurs? Etienne Tshisekedi, son père.
C'est Etienne Tshisekedi et consorts qui ont rédigé ces textes-là. Deuxième, s'il vous plaît, madame. Deuxième question. Pourquoi l'IDPS a-t-elle été créée? Pourquoi l'IDPS a-t-elle été créée? Parce que lorsqu'on rédigeait cette constitution, apparemment, c'est que vous appelez législateur ou constituant, voulez centraliser le pouvoir en un seul individu, l'individu président de la République. À l'époque, c'était Mobutu. Parce que c'est lui qui a initié, qui a institué les Saka-Yonsa en politique. C'est Etienne Tshisekedi. C'est lui qui faisait chanter et danser les gens à la gloire de M. Mobutu. Mais en 1980, ils se sont érigés en opposants. Ils ont combattu ces systèmes. Et qu'est-ce qu'ils ont préconisé? La Constitution de 1992. Allez leur poser la question, que disent les dispositions de la Constitution de 1992? Parce que ce sont eux qui induisent à chaque fois la population en erreur. En cherchant à sacraliser le pouvoir de Mobutu, il y a eu concentration de pouvoir. En cherchant à désacraliser le pouvoir de Mobutu, il y a eu fractionnement de pouvoir. Aujourd'hui, ils veulent sacraliser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Ils veulent encore concentrer le pouvoir dans la personne de Félix Tshisekedi. Supposons que si c'était ça leur démarche, alors pourquoi alors aussi Mukendi, Thérèse Kapangala sont-ils morts? Il fallait aussi laisser Kabila. Kabila aussi avait l'intention de se pérenniser au pouvoir. Ils se sont opposés à ça. Pourquoi aujourd'hui ça doit se faire pour Félix Tshisekedi? Pourquoi seulement Félix Tshisekedi? Parce qu'il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui a initié le système électoral, les gens qui ont initié le système électoral, quand ils en débattaient, ils pas voulu assez que quelqu'un puisse se pérenniser au pouvoir. Et ils ont donné des raisons. Aujourd'hui, vous qui n'avez même pas la capacité de raisonner, encore moins de réfléchir, vous voulez nous amener à avoir un président à vie. Mais pourquoi alors vous avez combattu Mobutu? Mais ils disent qu'il n'y avait aucune disposition également de la Constitution qui permettait à Kabila de rester au pouvoir de 2016 à 2018. Non, mais ils ne sont même pas intelligents. Ça, c'est l'absence, la quasi-absence d'intelligence. Kabila a violé la Constitution, oui ou non? Kabila a violé la Constitution, oui ou non? Alors attendez, voilà, attendez. Y a-t-il eu changement de la Constitution? Et vous savez pourquoi Kabila y a triché en prolongeant son mandat? Il a acheté les âmes des membres de l'UDPS. En commençant par M. Etienne Tshisekedi et M. Félix Tshisekedi ont été corrompus pour accompagner Kabila dans son fameux glissement. Donc, vous comprenez que ce sont eux qui sont toujours à la base de la situation de notre pays. Comment peut-on prendre l'exemple du glissement de Kabila de 2016 à 2018? Ça n'a pas changé la Constitution. Mais il y a eu violation intentionnelle de cette Constitution. Donc, ce sont là le problème. C'est-à-dire que des gens qui nous amènent des débats stériles, qui ne prennent pas le soin, le fait seulement que Kabila a eu à proroger son mandat de 2016 à 2018 sur base d'un arrangement politique dûment signé par Etienne Tshisekedi, ils veulent maintenant dire, voilà, comme Kabila a fait 2 ans de plus par rapport à ce qui est prévu dans la Constitution, cette fois-là, changeons la Constitution. C'est aberrant. Parce qu'il y avait de faiblesses. Quelle faiblesse? Cette marge-là à Joseph Kabila. Non, la faiblesse, c'est leurs âmes qui étaient faibles. Ils ont été achetés. Kabila a donné l'argent à la famille Tshisekedi pour qu'il reste au pouvoir. Ibiza, c'était aux frais de qui? Ils avaient même des passeports diplomatiques, des passeports de service. Ils ont travaillé avec Kalev. À l'époque, il était l'âge de l'ANER. Ils ont eu à effectuer des voyages aux frais de l'État. Ils ont eu à travailler pour accorder à Kabila les glissements. Nous disons non. Et vous nous reprochez pour ça? On doit être corrompu comme eux? Madame, la violation de la Constitution, c'est une autre chose. Le changement en est une autre. Ce n'est pas la même chose. Très bien. Violer la Constitution, c'est ce que nous voyons chaque jour. Puis c'est qu'elle a violé à plusieurs égards la Constitution. C'est vrai qu'il sera poursuivi le jour où les gens sérieux accéderont au pouvoir. Mais ce n'est pas la même chose avec les changements de la Constitution. Il sera poursuivi comment? Parce que la Constitution ne prévoit même pas qui est poursuivi d'un chef de l'État ou après son mandat. Non, ça dépend de comment il va quitter. Là, vous parlez de la Constitution actuelle. Ça dépend de comment il va quitter. C'est-à-dire s'il y aura changement de la Constitution ou pas? Non, madame, il peut y avoir changement de la Constitution sans Félix Tshisekedi. Nous supposons qu'aujourd'hui, ils sont été dans cette folie de changer la Constitution. Pensez-vous vraiment qu'on va encore considérer la Constitution violée?
il y aura des hommes qui vont s'élever pour dire non à cette folie. On va stopper cette folie. En stoppant la folie, Félix Tshisekedi sera jugé pour haute trahison. Très bien, parlons justement de ces hommes qui vont s'élever pour stopper justement la révision de la Constitution. On va prendre non, nous ne parlons pas de la révision de la Constitution, madame. Le changement, voilà, pour stopper le changement de la révision constitutionnelle. On va justement, le reportage réalisé hier au cours de la manifestation anti-révision constitutionnelle organisée justement par le sursaut patriotique dont notamment M. Alain Bolo-Djoaeko, initiateur. On va voir ce qui s'est passé hier et on revient juste après pour commenter si la régie est prête. C'est parti. État des droits en République démocratique du Congo. Mythe ou réalité? Une question qui mérite d'être posée. Bousculé, intimidé, comme une brebis égarée, sans adresse, alors père d'une famille, responsable et figure emblématique de la scène politique congolaise, Délicé Sangai Pungu, président du parti en vol, a été arrêté illico presto par la police nationale congolaise ce jeudi 14 novembre 2024 lors du rassemblement anti-troisième mandat organisé par le bloc Sursaut patriotique. Une marche qui a commencé au niveau du collège Monseigneur Mouké dans la commune de Kalamou avant que la police puisse surgir pour disperser plusieurs militants qui prenaient part à la dite marche, comme l'explique ici Ados Ndombasi, l'un des initiateurs de ces mouvements. Aujourd'hui, nous avons eu une première action, c'était de sensibiliser la population en distribuant des tracts avec le même message, dire non bien sûr au troisième mandat de M. Tshisekedi. Et malheureusement, nous avons eu une police indisciplinée qui a voulu bien sûr nous disperser. Nous avons montré et présenté bien sûr les documents administratifs selon l'article 26 qui nous demande d'informer les responsables de la ville de Kinshasa. Chose qui a été faite et malheureusement la police a insisté, ils sont venus en nombre, ils ont commencé à tirer des balles lacrymogènes et certaines balles réelles et ils ont arrêté M. Sessanga, ils ont brutalisé énormément Madame Bernadette Tokwaolu et plusieurs de nos militants qui sont pour le moment arrêtés par la police congolaise. Nous dénonçons cela parce que quand l'UDPS organise des activités dans ce pays, ils ne sont pas interpellés par la police. Face aux intimidations du pouvoir en place, l'homme en combinaison orange reste imperturbable. Il annonce une autre marche le 16 décembre pour protester contre les... Très bien, merci de retour sur ce plateau de CML chez vous. C'est avec M. Alain Bolo-Djoaeko que nous sommes déjà en train de chuter aujourd'hui, après justement l'analyse de quelques sujets d'actualité. Vous venez là de suivre la manifestation organisée hier par le sursaut patriotique dans le but de contrer tout changement ou toute initiative d'un changement de la Constitution. Alors, vous avez vu comment ça s'est soldé. Il y a eu arrestation, interpellation et brutalisation de participants justement. Alors la question vous revient, M. Alain Bolo-Djoaeko. Est-ce que défendre la Constitution aujourd'hui peut être considéré comme un acte criminel? Voilà pourquoi il faudrait se faire interpeller, brutaliser, arrêter. Non, mais en tout cas, vous avez bien formulé votre question. Ça apporte beaucoup d'éléments d'information. Mais je voudrais quand même préciser une chose. Nous n'avons pas organisé une marche. Nous avons organisé l'activité de sensibilisation. Notre stratégie était simple. On regroupe tous ceux qui étaient appelés pour la sensibilisation dans un coin. On leur donne des flowers et puis deuxièmement on les déploie pour commencer à distribuer. C'était ça notre démarche. Et je crois que c'est ce que nous avons dit dans la lettre. Nous avons dit à partir du rond-point Victoire. Nous nous sommes retrouvés du côté complexe scolaire Monseigneur Mouké, c'était là, du côté Boïra, quelque chose comme ça, et nous avons fait les dispatchs justement pour faciliter aux gens. Alors, il fallait qu'on se regroupe au niveau de rond-point Victoire et disperser, et de placer des gens pour commencer à distribuer. Avant même que nous arrivions, nous sommes arrivés au niveau de l'avenue Victoire, la police est intervenue. Avant même d'arriver à Victoire, la police est intervenue. Ils ont commencé à nous menacer. Il y avait 2 capitaines et les autres policiers.
Ils ont dit non, voilà, les autorités ont dit vous n'avez pas le droit de manifester. Justement, est-ce que vous avez saisi les autorités? Non, mais attendez, madame. Ah bon? Les autorités ont dit que nous n'avons pas le droit. Non, nous avons le droit de par la Constitution. Mais nous avons l'obligation de les informer. Et nous leur avons montré la lettre. Nous leur avons donné la lettre. Le capitaine a dit qu'il allait appeler le commandant ou le colonel, n'est-ce pas, de la zone, de cette zone-là, pour se renseigner. Le colonel dit n'avoir pas été saisi. Nous avons avancé, ils ont continué à nous poursuivre. Là, ils ne parlaient pas, ils ne disaient rien. Nous avons quitté, nous avons laissé des gens au niveau de Victoire, rond-point, et nous avons commencé à longer l'avenue pour le placer. Et les passants nous voyaient comment on distribuait les tracts. Le policier nous a dit qu'ils avaient reçu l'ordre de nous disperser. De qui? La haute hiérarchie. Et c'est comme ça que ça bardait. Et vous n'allez trouver aucune vidéo où vous allez voir le Congolais ou les gens que nous avons invités soit insulter ou menacer les policiers. Mais ils l'ont fait sur ordre de quelqu'un. Ce qui est surprenant, j'ai suivi hier à la radio monsieur, comment il s'appelle, le ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, dit, d'abord il a condamné le fait de la violence, et puis il dit non, les autorités n'étaient pas informées. Il parle de qui? Du bourgmestre. Mais bon Dieu, qui nous a obligés d'informer le bourgmestre? On devait informer le gouverneur ou le bourgmestre. Nous avons informé le gouverneur. Il était déjà saisi, il était déjà informé. Mais le fait seulement qu'il y a dysfonctionnement de l'État, il n'a pas répercuté l'information. Il ne nous incombe pas à nous d'informer la police communale, la police... Non, nous informons l'autorité. Oui. Et c'est à l'autorité de répercuter l'information. S'il y a dysfonctionnement de l'État... Voilà pourquoi je dis que ces gens ici ne connaissent rien de l'État. Ils ne connaissent rien. Non, il fallait informer l'autorité communale. Non, ce n'est pas à nous de lui donner l'information. Nous avons donné au gouverneur. Était-il là? Est-ce qu'il prend le soin de lire les lettres? Est-ce que son service était déployé pour traiter sur les dossiers? En réalité, comme nous avons adressé la lettre, s'ils étaient sérieux, suffisamment sérieux, au lieu de perdre leur temps à dormir, il fallait en réalité nous appeler pour nous dire, voilà, compte tenu de tels paramètres, nous pensons que vous ne pouvez pas organiser l'activité en telle date. En ce moment-là, ils allaient apparaître un peu sérieux. Vous voulez nous dire que nous n'avons pas écrit? Et si nous vous montrons la lettre avec avec le numéro d'enregistrement de la lettre, vous allez dire quoi? Mais justement, c'est ce que la région... Ah, mais voilà, nous avons écrit. Nous avons écrit, madame. C'est-à-dire que ce sont des menteurs. Et ça, c'est de la délinquance. Heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Oui. Heureusement que nous n'avons pas réagi. Supposons que nous étions comme les gens de l'UDPS. Il y aurait des morts. Nous voulons juste... Vous avez été discipliné. Non, mais justement, moi, là où il y a les désordres, je ne supporte pas. Je commence toujours comme ça. C'est-à-dire que, pacifiquement, on continue. Mais le jour où on va sentir que la tyrannie veut nous dominer, c'est en ces moments-là qu'on va changer de nature. Ne donnons pas l'impression comme si Félix Tshisekedi seul et sa famille ont le monopole de la violence. Non. Si l'État se désengage de ses missions, si aujourd'hui la police est au service de la personne de Félix Tshisekedi et non de l'État, eh bien, on ne va plus le considérer en tant que tel. Et ça serait très dangereux pour la nation. Et donc, défendre la Constitution est-elle... C'est ce qui est surprenant. La Constitution nous oblige à nous de défendre la Constitution. Félix Tshisekedi et sa famille nous obligent à nous de ne pas la défendre au risque d'être arrêtés. C'est quand même surprenant. Madame, Félix Tshisekedi a prêté serment de défendre la Constitution, oui ou non? Oui, article 74. Qu'est-ce qui est demandé à la population? L'article 64. Chaque fois, si on viole la Constitution, levez-vous. C'est ce qui est dit. C'est-à-dire que si la gouvernance n'est pas conforme à la Constitution, un Congolais comme groupe de Congolais peuvent se mettre debout pour dire non, pour stopper cet élan. Alors, nous qui défendons la Constitution,
Aujourd'hui, nous sommes présentés comme des criminels. Mais ceux qui la violent sont présentés comme de personnes providentielles qui vont apporter la solution au problème. Mais voilà pourquoi je comprends. La gouvernance et la pyramide est renversée. C'est ce qu'on veut nous imposer. Sincèrement, je suis désolé. Je constate que la police est utilisée pour autre chose et non de défendre la Constitution. Est-ce que ces arrestations vont mettre un frein à vos différentes... Madame, je suis là. Parce que déjà, Madame, là. Je suis là. Sur terrain. Non, mais ça aussi, c'est un terrain. Oui, ne donne pas l'impression que terrain veut dire la rue. Je suis là. En nuance, dans le sens où ici, tu veux avoir le temps, mais une fois sur terrain, je fais allusion justement à... Non, on aura... Nous aurons organisé plusieurs activités. Le 16, il est prévu quelque chose. Ça devait en réalité être les 14. Le 14 décembre, il y aura effectivement meeting. Le 14 décembre. Le 14 ou le 16? Le 14 décembre, il y aura effectivement meeting le 14. Il y avait un problème de communication, ils ont communiqué les 16. Mais en réalité, c'était les 14. On s'était convenu pour le 14. Ce qui est vrai. Avant les 14, on peut aussi organiser d'autres activités. Rien ne va vous arrêter. Déjà, vous êtes là, justement. Je suis là. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, nous sommes déterminés. Heureusement pour nous, nous défendons la Constitution. Cela veut dire l'armée, la police, les services, le cours et tribunaux sont avec nous. Ce sont les rebelles des l'UDPS et consorts qui doivent être combattus. Déjà que les États généraux veulent aguerrir la justice, donc sur ce point-là... Non, les États, non, ce que vous appelez États généraux, c'est le congrès de l'UDPS associé aux autres. Non, il n'y a pas que les membres de l'UDPS là. Le congrès de l'UDPS associé aux autres, ils ont associé les autres. Ça, c'est un congrès de l'UDPS. Parce qu'ils ont chanté à l'honneur de Félix Tshisekedi. Ce qui est vrai, même une justice malade, c'est que nous sommes obligés de défendre la Constitution. Non, dites-moi un peu, les gens d'Élise et Sanga, ils allaient les juger comment? Avez-vous imaginé la scène, comment ça allait se passer? Monsieur Élise et Sanga, vous avez violé la Constitution en cherchant à la défendre. Non, mettons plus d'énergie pour plutôt arrêter Félix Tshisekedi. Il a énervé la Constitution, maman. Le chef de l'État, on l'arrête parce qu'il a initié justement le changement. Non, mais madame... Vous un choix, Kabouya l'a dit, vous allez non, mais Kabouya, c'est quoi? Et aussi vont marcher, donc... Non, mais moi, je veux pas interdire à Kabouya de marcher. Kabouya, en tant que citoyen, il a le droit de marcher, même pour les imbécilités. Il en a le droit. Maman, s'il vous plaît. Chose qu'eux, ils feront aussi en tant qu'initiateur. Non, mais ce n'est pas à moi d'interdire aux membres aveuglés de l'UDPS de marcher pour soutenir la violation de la Constitution. L'État doit les prendre en charge et les arrêter. On devait les coffrer. Mais pourquoi l'État devrait les arrêter? Non, mais justement parce qu'ils énervent les dispositions de la Constitution. Il est strictement interdit à ceux qui assument de fonctions de marcher sur la Constitution. Lisez l'article 64, maman. Il est strictement interdit. Et puis, deuxièmement, le fait seulement qu'ils sont en train de violer systématiquement... Déjà, le fait d'avoir déclaré que c'est une constitution des étrangers, c'est qu'il s'est attaqué à la constitution. Il a brisé son pacte. En réalité, il ne devait plus assumer la fonction du président de la République. En réalité. Je suis surpris de voir que cette justice malade ne s'est pas saisie de la question pour interpeller M. Félix Tshisekedi. Non. Très bien. Au niveau de la DGRK, avant d'y arriver, vous avez un mot pour finir ce chapitre sur... Non, moi je pense que dans un pays sérieux, lorsque quelqu'un qui assume la fonction, qui l'oblige à défendre la Constitution, fait une telle déclaration, en réalité, on devait constater que toute la machine pour le mettre en accusation devait en réalité être enclenchée. Je tiens à vous dire qu'il y a l'article 164 de la Constitution qui énumère les raisons pour lesquelles on peut poursuivre un président de la République en fonction. L'article 165 a défini ces faits-là. L'article 166 a énoncé le principe, le mécanisme. L'article 167 a énoncé les conséquences de la violation intentionnelle de la Constitution par le président de la République et le Premier ministre. C'est-à-dire qu'en réalité, Félix Tshisekedi devait être sur le banc des accusés. Il devait être arrêté. Mais les gens ne veulent pas l'arrêter. Parce que comme tel que vous êtes là, vous ne savez même pas que cette Constitution prévoit les mécanismes d'arrestation d'un président. Personne ne le sait apparemment. Les gens semblent ne pas savoir que dans notre Constitution, on peut poursuivre un président de la République en fonction. Je vous ai cité 4 articles, justement, qui permettent à ce qu'un président de la République soit arrêté. Et parmi les raisons, la violation intentionnelle de la Constitution.
Et pourquoi ces messieurs n'est-il pas arrêté? C'est quand même surprenant, maman. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, on finit déjà. On aura juste besoin de votre lecture sur les agents de la DGRK qui haussent le ton. Ils sont en train de dire non à la révocation de près de 10 000 agents. Une décision ce qui émane d'un communiqué officiel du gouverneur Daniel Bumba. Ça ne pouvait qu'être lui. Que cette régie connaît de problèmes. Exact. Il y a de problèmes, oui. Beaucoup de problèmes, même de problèmes financiers, parce qu'il y aura déjà de dettes non payées, il y a des arriérés de salaire, et toutes ces conditions ne permettent plus à la DGRK de prendre en charge autant des employés, chose que les employés même réfutent. Ils disent que c'est pas forcément le cas. Alors, je veux demander à la régie de nous balancer justement les avis ou les réactions de deux dames de cette régie qui se sont exprimées sur les micros de nos confrères de Congo Web. Et on va finir par là. La régie peut nous balancer justement les réactions de ces agents de la DGRK. Très bien. Il semblerait qu'il y a un problème, il y a bug au niveau de la régie. Cette vidéo-là se trouve justement à la régie de CML 13 Télévision. Je ne sais pas le problème qu'il y a, pourquoi elle n'est pas diffusée. Alors, je le disais, les agents haussaient le ton pour dire non à cette révocation et ils pensent se maintenir, continuer à occuper leurs fonctions. On se demande comment ça va se passer. Bon, en tout cas, ça relance beaucoup de débats à la fois. La première des choses, vous allez vous rendre compte que même le sens d'humanisme n'existe pas dans le chef de ceux qui prétendent être des dirigeants. Parce que lorsque vous renvoyez quelqu'un à la maison, vous lui privez le droit d'avoir des revenus. Sans revenus, il n'y a pas de consommation. Déjà qu'ils n'ont pas encore été payés parce qu'il y a des arriérés. Non, mais effectivement, c'est-à-dire que non, mais les arriérés seront payés probablement. C'est-à-dire que vous prenez une décision sans tenir compte de conséquences sur les familles. L'État se fonde sur les familles. Ce sont les familles qui constituent l'État. Et les familles ont l'obligation de veiller sur le bien-être de leurs enfants. L'essentiel de ceux qui ont été licenciés sont des parents. Ils ont des gens derrière eux qui attendent aussi des solutions. Voilà pourquoi l'État congolais est devenu la première industrie de la production de Koulouna et des Chégué. Parce que ceux qui assument de fonctions n'ont pas ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le sens non seulement de l'honneur, mais le sens humaniste. Ils ne veulent pas voir la souffrance des autres. Ce qui est aussi vrai. Dans la Constitution, on avait prévu, n'est-ce pas, une fonction publique provinciale. On devait avoir une fonction publique provinciale. En ce moment-là, les agents qui travaillent pour le compte de la province allaient être des agents de carrière et non de simples agents publics de l'État. Tels qu'ils sont là, ce sont des agents publics de l'État. Quand même qui n'ont pas de statut de fonctionnaire, mais ce sont des agents publics de l'État. Ils travaillent pour le compte de l'État. C'est vrai, on devait traiter le dossier cas par cas. Ceux qui n'ont pas pu bien prester pouvaient partir, mais à condition aussi de veiller sur la stabilité sociale. Ceux qui ont bien presté devaient rester, et en ce moment-là, on devait régulariser la situation. Qu'est-ce que moi je constate? Je constate qu'on veut faire partir 2000 personnes, et vous allez vous rendre compte, elles seront remplacées par d'autres personnes, et cette fois-là, exclusivement de l'UDPS. Mais c'est ce qui s'est dit, en fait, c'est ce que les dames, c'est parce que la vidéo n'est pas prête. Non, mais effectivement. Les dames l'ont dit que l'idée derrière, c'est de se faire remplacer par des membres de l'UDPS. Et pourtant, l'État n'appartient pas à l'UDPS. L'État appartient à tout Congolais. On ne peut pas exclure quelqu'un d'une fonction du simple fait qu'il ne soit pas membre de votre parti ou appartenant à votre famille politique. Non. Aujourd'hui, si nous nous mettons de côté Félix Tshisekedi, on ne va pas chasser tout le monde. On va traiter cas par cas. Monsieur, comment avez-vous été recruté? Voilà. Quelle est votre prestation? Donnez-nous le fiche de cotation. Voilà. Oui, il mérite, il reste. S'il ne mérite pas, on le met de côté. Mais même en le mettant de côté, on va l'orienter
Parce que l'État ne peut pas être créateur de chômage. Voilà. Vous comprenez que M. Félix Tshisekedi et sa cohorte ont des cœurs dans un état végétatif. C'est-à-dire qu'ils sont insensibles aux problèmes des gens. Mais dites-moi, tel que nous sommes là, nous venons à peine de préparer la rentrée scolaire. On doit commencer à payer les deuxièmes tranches des Minerval. Vous chassez quelqu'un du travail. Et il va trouver l'emploi quand pour commencer à payer le Minerval de ses enfants. Qui ne sont pas créés. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, les gens devaient en principe payer le loyer. Vous les chassez maintenant. Quand est-ce qu'ils vont chercher à trouver là? C'est-à-dire que vous détruisez leur standing de vie juste par votre cupidité. Voilà un gouverneur incompétent, quelqu'un qui passe tout son temps à dormir, il prend des décisions, il réfléchit. Et ce qui est aberrant, je tiens à rappeler sur ça. Maman, c'est quel acte s'il vous plaît? Communiquer. Non mais attendez, le communiqué n'est pas un acte administratif, un acte de décision. Comment on l'appelle? Le gouverneur. Communiqué officiel signé par. Non mais officiel ça veut dire. Israël Moutala Loukoussa. Ah voilà, un journaliste. Voilà un journaliste. Lui qui critiquait les autres. Dites à ces messieurs, ce communiqué n'a pas de valeur. Ce n'est pas un acte imposable à tout le monde. Il doit nous brandir plutôt l'arrêté. C'est l'arrêté du gouverneur qui est une décision. Ce n'est pas son communiqué. Soyons sérieux, on ne peut pas sanctionner quelqu'un sur base d'un communiqué. On ne peut pas chasser 2000 personnes sur base d'un communiqué. Ça, quelle valeur? Quelle est la valeur juridique d'un communiqué? Quelle est la valeur juridique d'un communiqué? Très bien, je pense que la vidéo est prête pour... c'est décevant en tout cas. À l'agréable... Je pense que la régie devrait quand même balancer cette vidéo pour que les téléspectateurs voient que ça ne vient pas de moi. Il y a eu une descente de terrain et on a recueilli justement des avis. Pression, bango ba ya remplacer ba place na biso, ba fêtation na biso to tika, bango ba rozwango, biso toza ba congolais te, pour la nipo ba IDPS c'est ça parti ya Fachi, to pour ba luba ba za ndeko Fachi, biso toza ba ndeko Fachi te, toza ba congolais. Biso be toza bande kwa Fachi, on a droit de profiter na nyonso weza na Congo, toza na droit nango. Déjà inani na musa. Toko kende pa imoko te, biso to ekolele pas président, photo sur la place na biso. Bernard Tosengio avec tout le respect qu'on doit, étant autorité compétente, doit annuler décision au suspendre biso. Tiki ba na ba bébé na banda. Ana ba sombe na tiki ba na banda. Patient oyo tosongela musala na biso. Toboyi tozala bakuluna, toboyi tozala bandumba pour que bakanga biso tozala unité. Nous sommes des intellectuels. Il n'y a pas de boulot. Nyonso ezani parce que bato IDPS bazotia Daniel Bumba pression. Bango ba ya remplacer ba place na biso. Ba fêtation na biso. Merci. Alors, vous voyez là de suivre les différentes actions, deux réactions justement de les deux dames qui ont justement fait part de leur mécontentement. Et pour le communiqué dit clairement que cette décision fait suite à des arriérés de salaire et des primes de plusieurs mois à l'égard du personnel, des multiples dettes contractées et non payées envers de divers partenaires, des recrutements irréguliers du personnel en violation des instructions de la hiérarchie ayant interdit tout engagement et mouvement personnel. Oui. Donc, les dames, elles font savoir que c'est un problème de... Elles veulent justement être remplacées par des membres de l'UDPS, mais le communiqué officiel le dit autre chose. Non, mais le communiqué, les motivations peuvent être fondées. Mais le communiqué, en fait, n'a aucune valeur juridique. Aucune valeur juridique. C'est à titre d'information que l'on met le communiqué. Quel est l'acte? Il faut qu'il y ait une décision. La décision, oui, cette décision a été prise... C'est quel type de décision? Qui a pris la décision? Le gouverneur statue par voie d'arrêté. S'il a pris une décision, c'est par voie d'arrêté. Ce n'est pas par son communiqué. Non, dites-moi, quel est le rôle d'un directeur de cabinet? Depuis quand le directeur de cabinet gère le personnel de DGRK? Quel est le rapport qu'il y a entre lui et la DGRK? S'il veut rendre public la décision de son chef, il faut qu'il y ait un soubassement. Avez-vous appris qu'il y a un arrêté du gouverneur suspendant un certain nombre de personnes? Et même si c'était le cas, 2000 personnes. Déjà que le taux du chômage... Au mois de novembre, vous mettez de côté 2000 personnes. S'il faut encore ajouter 2000, mais je me demande comment... Et ce qui est grave, effectivement, nous sommes en osmose avec le peuple. Ce que j'avais dit, c'est ce que les deux dames ont dit. On veut chasser ceux qui sont là
Et probablement parce qu'ils avaient des acquaintances, ils étaient en contact avec l'ancien gouverneur, et on va les remplacer par le Port du Progrès, les membres de l'UDPS, et une dame a cité même la tribu. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura un chef, et que ce chef-là dépend d'une maman quelque part, eh bien, chaque fois, s'il veut prendre des décisions en faveur de ce qu'ils appellent population, on remplace, c'est-à-dire on chasse ceux qui étaient là avant et on les remplace par les gens de la tribu. C'est pas intéressant. Merci. Nous sommes une nation, nous sommes un État. Ce n'est pas comme ça qu'on doit gérer dans l'État. Traitez les dossiers cas par cas. Et faites ça de manière progressive. Parce que chasser 2000 personnes, c'est créer les conditions de Koulouna. Parce que tous ces gens-là sont des parents, ils ont des factures à payer. Vous ne pouvez pas suspendre comme ça, mettre fin à leur standing de vie, justement parce que vous pensez que vous allez résoudre des problèmes. Et après, vous allez nous dire que vous avez créé des emplois. N'importe quoi. Merci beaucoup. Alors, cette émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Monsieur Bolodjoa qui a répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier, madame. Je rappelle qu'il est président du parti Levons-nous et Bâtissons et co-initiateur du sursaut patriotique. Alors, c'est avec lui que nous avons échangé durant pratiquement 1 heure sur la révision, prétendu changement de la révision, quelle opportunité, nécessité et urgence, et aussi sur les différentes activités qui vont suivre dans les jours à venir, initiées justement par la plateforme, justement le sursaut patriotique, dans le but, oui, de contrer toujours cette idée d'un changement de la Constitution du moment où ils estiment que l'urgence n'y est pas. Nous avons fini avec la révocation de près de 2000 agents au sein de la DGRK. On se demande, alors que le pays veut créer plus d'envois pour limiter le nombre du chômage, s'il faudrait encore évoquer 2000, on se pose la question de savoir qu'adviendra de leur vie et où allons-nous. Alors, cette émission est complètement terminée. Merci à toute l'équipe technique de CML13 Télévision d'avoir concouru à sa réalisation, et merci également à la hiérarchie pour la confiance renouvelée en notre personne. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end chez vous. Merci, au revoir.